Place à nos invités. Avec nous ce soir, Véronique Jacquier. Bonsoir Véronique. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Michel Auboin, ancien préfet, soyez le bienvenu, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci, bonsoir. Paul-Antoine, politologue. Bonsoir. Ah, on va parler politique, oui, ce soir, ça c'est clair. Nathan Dever-Écrivain, toujours un bonheur de vous avoir à nos côtés. Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, mais je suis sûr que je vais le faire. Alexandre Tchatchenko. Presque. Mais tout va bien. Tout va bien, vous me pardonnez ? Je J'ai essayé de le prononcer correctement d'ici la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie de Penium. On parlera de crypto-monnaie. Actualité très riche en ce qui concerne la crypto-monnaie. On va peut-être, et je dis pour nos auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image, mais on sera à Nîmes dans quelques instants, puisque Bruno Retailleau, ça ne nous a pas échappé, qui est candidat à la présidence des LR, on en saura un peu plus dimanche, on verra de quelle couleur sera la fumée. En tous les cas, on sait qu'elle sera blanche. Mais qui sera le président des LR, Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau. Je ne vais pas engager le pari ce soir, mais on en parlera tout à l'heure. Et on écoutera Bruno Retailleau qui est à Nîmes en fin d'après-midi dans ce trop célèbre quartier Puissevin gangréné par la drogue dont on a beaucoup parlé. Mais là, ce soir, on va prendre la direction du Rhône. On va prendre la direction de Rieux-la-Pape où le commissariat de cette petite commune de un peu plus de 30 000 habitants a été ciblé par des jets de cocktails Molotov. Une dizaine d'individus encagoulés, certainement par des dealers, ont agi mercredi soir. Je vous propose peut-être d'écouter ce reportage de Noémie Loisel d'Europe 1. 11 ans, c'est l'âge du plus jeune des mineurs interpellés après une série de violences urbaines dans la commune, un chiffre qui choque les habitants. Qu'est-ce que les enfants font dehors le soir? C'est toujours la même question. À 11 ans, les enfants doivent être chez eux. J'ai jamais vu ça. Jamais on a manqué de respect aux forces de l'ordre. Face à ces violences impliquant des enfants de plus en plus jeunes, les riverains s'interrogent sur la responsabilité des parents. Je pense que les parents ont quand même leur rôle à jouer. C'est vraiment un laisser-aller des parents. Des fois, les parents sont dépassés. Les enfants deviennent de plus en plus violents, de plus en plus agressifs. Des mineurs qui sont de plus en plus impliqués dans les violences urbaines en France, indique Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Ces jeunes sont déresponsabilisés, réfractaires à toute autorité, et c'est en ce sens qu'il faut absolument responsabiliser les parents par des mesures qui peuvent être d'ordre financier, comme des amendes, qui peuvent être la suppression ou la diminution d'aides sociales. Le maire Alexandre Vincendé va convoquer les parents des mises en cause afin de leur proposer un accompagnement parental. En cas de refus, il souhaite suspendre les aides municipales et en cas de condamnation judiciaire, engager une procédure d'expulsion de leur logement social. Véronique Jacquier, c'était ce qui se passe dans cette commune. C'est pas une commune énorme, un peu plus de 30 000 habitants. Et le maire n'en peut plus, quoi. Oui, mais malheureusement, c'est Rieux-la-Pape, mais ça pourrait être une autre ville de 20 ou 30 000 habitants. C'est-à-dire que on se rend compte que maintenant, il n'y a plus aucun lieu en France qui n'est pas concerné par une délinquance aussi juvénile. Alors là, on a entendu le responsable du syndicat Alliance dire qu'il fallait responsabiliser les parents. Il me semble qu'il fallait penser à cette question depuis bien longtemps. Alors évidemment, c'est pas la police de le faire, mais je crois que nos politiques sont vraiment trop frileux depuis trop longtemps pour responsabiliser les parents de délinquants. Mais les responsabiliser, j'irais même plus loin, c'est que la plupart de ces jeunes, sans vouloir faire de généralité bien entendu, et sans vouloir être aussi sur un générique sur le mot jeune, puisque c'est bien que voilà, il y a jeunesse et jeunesse, mais il y a des familles de délinquants notoires. Et on a entendu d'ailleurs dernièrement plusieurs maires se dire mais comment je fais pour les sortir de leur logement social. Donc vous rendez compte quand même qu'on a des familles qui pourrissent la vie des autres, mais ça fait pas 6 mois, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a une chose de bien, c'est qu'on a le sentiment du côté des maires qu'il y a un réarmement mental pour faire face à cette situation. Ils sont bien courageux parce que je pense que ce n'est que le début. Mais il n'y a pas que la responsabilisation des parents. Je pense qu'il y a carrément une forme de guerre à mener contre toutes ces familles qui sont délinquantes, qui sont un écosystème de délinquance, que ce soit les parents ou les enfants. Parce qu'en règle générale, il n'y a pas qu'un enfant incriminé. Michel Auboin, en tant qu'ancien préfet, on se souvient que Gérald Darmanin avait dit qu'il n'y avait pas d'endroit safe en France. Et là, ça fait sens. Et là, on parle de jeunes, de très jeunes. Oui, on parle de très jeunes. Alors, il n'y a pas très longtemps que j'ai écrit un article sur ce sujet parce que, où je soulignais en tout cas qu'on avait une masse de très jeunes.
déscolarisés du collège, c'est-à-dire à partir de la 5e en gros, qui sont sans doute environ 300 000 en France et qui sont le noyau dur de ceux qui nous posent le plus de problèmes. Donc c'est pas tellement étonnant qu'on ait des enfants de 12-11 ans dans cette catégorie. Et je pense, et c'est ce que je disais, mais ça n'a été suivi d'aucun écho, mais que les 600 millions qu'on consacre à la politique de la ville chaque année, on devrait juste les mettre sur ces 300 000 jeunes. Ça ferait d'ailleurs pas beaucoup d'argent pour chacun. Alors non pas pour les payer, mais pour mettre en place de nouveaux types de métiers, et en particulier les accompagnants des parents. Parce que c'est bien de dire les parents, mais sauf qu'il n'y a pas de structure. Il n'y a personne qui va chez les parents. Aujourd'hui, il n'y a personne ne rentre dans les familles pour dire, écoutez, là, ça ne va pas, c'est pas comme ça qu'on élève un enfant, vous voyez comment il dérive, etc. Donc il y a un métier à réinventer. Pardonnez-moi, je vous arrête, mais est-ce que vous ne pensez pas, j'ai employé le mot d'écosystème, les parents ne sont pas toujours non plus blanc-bleu, et pour certains sont des trafiquants aussi. C'est vrai. Donc est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi une forme, malheureusement, de lignée Il y a les deux, mais il y a les deux. Il n'y a pas que la lignée. Il y a aussi plein d'enfants qui sont laissés à eux-mêmes dans ces familles. Et donc, c'est cela dont je parle. Mais il y a aussi, effectivement, parce que des jeunes de 11 ans, ils ont des parents qui ont moins de 30 ans, qui eux-mêmes étaient déjà dans les violences urbaines. Et parfois, ils ont même encore des grands-parents qui ont connu des violences urbaines. Donc, c'est vrai qu'il y a un héritage lourd. Il y a des lignages, voilà. Il y a un héritage lourd. Pierre-Henri Bovis, en tant qu'avocat, sur cette jeunesse... Il y a aussi, il y a plusieurs types de familles. Il y a aussi des familles monoparentales qui ne s'en sortent pas. D'autres, effectivement, des familles qui alertent quelquefois les services sociaux, les départements, qui peinent à trouver une oreille attentive. Et d'autres, effectivement, d'autres familles qui ne font strictement rien, qui sont dans la passivité la plus totale. Alors parfois parce que ces mêmes parents sont sous la pression de leurs enfants, ont peur de leurs enfants et donc préfèrent ne rien dire, et d'autres qui effectivement laissent les enfants à l'abandon. Et donc là, il y a quelque chose à faire sur les parents. Mais lorsque j'entends par exemple cette proposition de dire mais il faudrait leur retirer le droit d'accès à un logement social. Très bien. Et vous les mettez où ? Vous les logez où ? Vous les responsabilisez, c'est-à-dire vous les logez, peuvent se faire accueillir par leur famille. Oui, mais donc ça, c'est un grand mot. Les familles qui bénéficient de logements sociaux, vous leur retirez le logement social. Non, mais il faut arrêter de regarder les choses par le prisme du misérabilisme. C'est pas le misérabilisme, c'est de manière très concrète. C'est de manière très concrète. Véronique Jacquier ne partage pas votre avis. Non, mais c'est pas partager un avis, c'est simplement une question. Vous retirez le logement social qu'une famille bénéficie, parce que vous dites que les parents n'ont pas suffisamment agi, n'ont pas suffisamment bien éduqué leur enfant. Très bien. Vous retirez. Je finis juste ma question. Vous retirez le logement social. Concrètement, elle va où, la famille ? Donc, on ne peut pas raisonner comme ça, parce que dans ce pays, il y a 2 millions de Français qui veulent un logement social et qui n'en ont pas, et qui vont attendre 11 ans pour en avoir un en région parisienne. Ces gens-là, vous les logez où ? Non mais attendez, c'est pour ça que vous avez eu le droit un jour à un logement social qui est une forme de privilège que vous êtes obligé de garder. Évidemment, en fait, si vous voulez, oui, mais ce sujet-là justement, la raison pour laquelle on n'a pas répondu à cette question, un logement social parce qu'un parent est défaillant sur l'éducation, on enlève un logement social parce que les parents ne payent pas le loyer, parce qu'il y a trouble à l'ordre public. Mais j'ai bien compris, mais vous savez, ils sont délinquants. Mais vous savez, c'est le même sujet que la prison tout à l'heure, c'est que on est dans une logique punitive, très bien, mais est-ce que cette logique-là va permettre justement à l'enfant de le réhabiliter, de le remettre sur les rails de la scolarité ? Est-ce que ça va permettre à l'enfant de le sortir de la délinquance ? Est-ce que ça va permettre aux parents à qui vous avez tapé sur la tête de prendre conscience et donc d'éduquer mieux leur enfant ? Il est là le sujet. C'est que moi je comprends la logique punitive derrière, de vouloir dire vous avez failli, on vous punit, on vous retire le logement parce que comme vous l'avez dit très justement, il y a des familles qui attendent. Mais est-ce que concrètement vous allez résoudre le problème de la délinquance juvénile ? Je ne pense pas. C'est pas du tout ce qu'on fait pour le Paul-Antoine. Cette logique punitive, elle n'est pas du tout mise en place. Non, mais c'est justement ça le problème. Mais justement, est-ce que si elle était mise en place, là, ça va peut-être se calmer un peu. Mais moi, je suis d'accord. Maintenant, quand vos enfants, parce que là, il y a eu des jets de cocktails Molotov, donc faut savoir le faire. C'est pas la première fois. Oui, non, mais c'est pas la première fois. Mais là, sur ce cas-là, donc faut aller acheter de l'essence, etc. S'ils sont capables de faire ça, ils sont capables de trouver un logement. C'est-à-dire que dans la commune, c'est les gens qui payent des impôts.
parce que les logements sociaux, c'est grâce à ça, c'est grâce aux impôts qui sont payés par la solidarité. Donc les gens payent des impôts pour que une partie, parce que c'est pas la majorité, mais une partie des gens qui profitent de ces logements sociaux ont leurs enfants ensuite qui vont vandaliser le commissariat, qui vont du coup ensuite être réparés par ces mêmes gens qui payent des impôts. Les Français, il y a un moment, ils en ont ras-le-bol de payer. Mon seul point, il y a un moment, faut savoir que vos enfants, ils font des cocktails Molotov, ils les balancent sur les flics, vous perdez votre logement. C'est aussi simple. Mon seul point, c'était de dire, lorsqu'on pense à une sanction, il faut aussi penser derrière la répercussion de la sanction. Est-ce que la sanction va être utile et est-ce qu'elle va résoudre le problème de fond et non pas que de surface? Voilà, c'était mon seul point. Moi, une fois de plus, je suis d'accord avec Pierre-Henri Bovis. Alors attendez, je vous donne la parole. Nathan Dever qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet et je vous donne la parole ensuite Michel Auboin. Je suis d'accord avec vous sur cette question de la répercussion de la sanction, mais sur le diagnostic, j'y reviens et c'est pas une marotte. Quand on parle de la délinquance juvénile et de ce type de délinquance, jeter des cocktails Molotov, détruire le bien public, s'en prendre aux forces de l'ordre, on verra les enquêtes sur Rieux-la-Pape, très précisément le profil de ces jeunes. Mais très souvent, c'est une délinquance qui n'est pas individuelle. Ce n'est pas un individu qui devient délinquant. C'est structurel autour du trafic de drogue. Très souvent, autour directement ou indirectement. Parce qu'on n'apprend pas à faire des cocktails Molotov n'importe où. On n'apprend pas le désir de frapper sur la police n'importe où. Très souvent, il y a des études qui sont faites là-dessus, sur le fait que la délinquance violente, qui s'en prend au bien public, qui s'en prend ainsi aux forces de l'ordre, de cette manière, dans ces conditions, très souvent, c'est lié au trafic de drogue. Je reviens là-dessus, parce que je crois que quand on parle de la délinquance, c'est un mot abstrait. Vous mettez dedans à la fois un individu qui peut partir en vrille, pour le dire un peu vulgairement, et ça c'est très difficile de la part de l'État, de gérer l'évolution, le devenir de chaque individu, parce que l'échelle individuelle, c'est pas l'échelle de la loi, c'est pas l'échelle de l'universalité de la loi. En revanche, quand vous avez un phénomène qui est global, avec une partie importante de la population, et ça rejoint le débat qu'on avait sur les familles, parce que quand vous avez un enfant qui est dans une famille précaire, monoparentale par exemple, non, et, non, mais j'ai même pas fini ma phrase. Il y a des familles monoparentales qui éduquent très bien leurs enfants. Je n'ai pas fini ma phrase. Je n'ai pas d'accord, mais Nathan Dever, terminé. Je n'ai pas d'accord, mais j'ai pas encore dit ce que j'avais à dire. Qui est par exemple dans une famille précaire, très précaire, et que l'enfant a 14 ou 15 ans, et qui se met à gagner 3 000 euros en étant chouf. 4 000, 5 000, 10 000, comme le tueur à gages de 14 ans dont vous parliez tout à l'heure. À Marseille. Évidemment que ça change le rapport d'autorité dans la famille. C'est pas du misérabilisme que de dire ça, c'est du réalisme. Et donc je crois que la vraie urgence sur la question sécuritaire, c'est de prendre à bras le corps la question du développement de ces mafias de narcotrafic. Parce que ce sont elles, d'abord, il y a un enjeu de santé publique qui est évident, c'est pas le sujet du débat. Il y a un enjeu de fusillade, de balles perdues, d'insécurité dans les quartiers qui est évident, mais il y a un enjeu plus large de développement d'une culture de la délinquance violente. Et je crois que c'est vraiment à la racine qu'il faut traiter ce problème, et que la racine, en l'occurrence, c'est la racine concrète du narcotrafic. Je pense qu'il faut... Alors, Michel Auboin, alors je regarde également mon écran de contrôle, parce qu'on sera à Nîmes dans quelques instants, Bruno Retailleau, qui est sur le terrain, et non loin d'ailleurs d'un commissariat qui a brûlé il y a un an. D'ailleurs, on parle du commissariat de Rieux-la-Pape, mais donc voilà, il est possible que vous soyez interrompu. D'accord, juste, Michel Auboin. Pour pas trahir mes propos, il ne s'agit pas de faire de la sanction, et je ne crois pas du tout que les enfants de 11 ans qui sont dans ces bandes soient encore mêlés au trafic de drogue. En fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, souvent, c'est quand même des enfants qui sont élevés dans des familles où ils ne sont pas élevés, pour toute une série de raisons, bonnes ou mauvaises. Bon, il manque un dispositif qui s'appelait avant l'aide à la parentalité, qui étaient des personnes qui étaient formées et qui allaient dans les familles. Vous avez parlé des assistantes sociales. Elles sont où, les assistantes sociales? Il n'y en a plus aucune dans les quartiers. Elles sont dans un bureau à 30 km, il faut prendre le bus pour aller les voir. Et on y va juste pour avoir des allocations. Enfin, des aides sociales. Donc on a perdu ce métier. On a perdu ce métier. Donc il faut remettre ce métier. Parce que les parents, quand vous les rencontrez, moi je rencontre dans les quartiers, ils sont effectivement débordés. Mais qui leur a dit un jour qu'un enfant, ça se couche pas à 1h du matin, qu'un enfant, etc. C'est la base. Hein. Mais attends, mais là je vous rejoins. Attendez, Véronique Jacquier, je vous donne la parole après. Là, moi je vous rejoins parfaitement, monsieur le préfet, là-dessus. Véronique Jacquier, puis ensuite je vous donne la parole. Une France qui savait qu'un enfant était couché avant 22h. Et même chez les gens pauvres et précaires,
misère, comme le mot a été signalé, et même dans les familles monoparentales, on savait tenir ses enfants. Donc je crois que voilà, il ne faut pas mettre tous les Français sur le même niveau, et je n'aime pas qu'on voit les choses par le prisme du misérabilisme. Pardonnez-moi, je pense qu'on n'en est plus là. Et effectivement, le narcotrafic n'y est pour rien, parce qu'on était déjà face à ce phénomène de bandes et d'enfants en déshérence il y a déjà 25 ou 30 ans. Ça a commencé déjà, et ça pose le problème, qui est politique d'ailleurs, de quelle place pour la jeunesse dans notre pays. Alors je vous interromps. Et quel avenir pour ces jeunes.